Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du livre Aide-moi si tu peux de Jérôme Attal, paru aux éditions Robert Laffont. Jérôme Attal est un écrivain, parolier, scénariste, auteur, compositeur, interprète et aussi chanteur. C'est le petit-fils du peintre belge Jacques Colas. Je vais donc poursuivre cette lecture, c'est un thriller et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Je poursuis au chapitre 5. Dans le clip de John Landis, il y avait ce long prologue fascinant pendant lequel on se serait cru au cinéma, puis au final, la volte-face de Michael qui semblait dire « Tu vois, Poulette, tout le monde a un côté diabolique. Et comme des millions de personnes, tu ne vas pas tarder à découvrir le mien. » Je repensais à l'excitation qui nous avait pris, mes copains et moi, le soir de la découverte du clip. Ainsi qu'au canapé 3 places recouvert d'une couverture à dominante jaune, sur lequel on s'installait avec mes parents le samedi pour allumer la télé sur Antenne 2. On se dépêchait de dîner pour être à l'heure. Et même si très vite on a eu la télévision dans la salle de séjour pour la grande messe du 20h, on transhumait vers le petit salon situé dans l'aile de notre pavillon pour les films et les émissions de variété. Mon repas préféré à l'époque, c'était le steak haché frites. Je choisissais invariablement ce menu quand on s'arrêtait au centre commercial Continent sur la route de Chambourcy, au moment de faire les courses du samedi, au désespoir de ma mère qui aurait bien aimé que je prenne au moins avec mes frites une cuillerée de haricots verts. Or, depuis que papa avait payé une friteuse à maman, on faisait des steaks à la maison. Et mon père, grand amateur de pain, trempait des bouts de baguette à même la poêle dans le jus de la viande. Pas franchement diététique, mais dans les années 80, il n'y avait pas toutes ces allergies à la con. Et la répression qu'on s'inflige ne s'était pas étendue telle une pieuvre à ce qu'on ingurgite pour se faire plaisir. Pas grand monde à signaler dans la rue en cet après-midi suffocant. Juste un type, au ventre proéminent, un sachet de pharmacie à la main qui nous croisa, Sparks et moi, en suivant péniblement l'arête du trottoir, tel un bidibule, prêt à culbuter au moindre choc. Je gardais en permanence un œil sur les passants. On pouvait tomber à tout moment sur un fou furieux ou un parangon du trouble à l'ordre public. Même des types auxquels on avait attaché à la cheville des bracelets électroniques continuaient à braquer des tiroirs-caisses de boulangerie, c'est-à-dire le nouveau délabrement de la société. Or, je n'étais pas là pour effectuer les travaux de réfection, juste pour empêcher que ça s'écroule, à l'improviste sur la tronche des innocents. Alors mes sens restaient en alerte H24, et seule me reposait la vision d'une passante dont la démarche ou l'attitude rendait le cœur léger. Ou quand je rencontrais un homme qui, dans sa silhouette et son maintien, les traits de son visage et sa coupe de cheveux me faisaient penser à mon père. Mon père qui aurait pu vieillir de cette façon si son cœur ne s'était pas arrêté de battre par une journée d'avril, en s'acharnant à poursuivre un voleur de bicloun. Je parcourais la façade de l'immeuble de 4 étages, visible depuis la fenêtre du salon de la victime. Et j'en déduisis qu'on pouvait obtenir une vue imprenable sur ce salon à partir des appartements situés au 3e ou au 4e. L'accès du hall était protégé par un code. Mais Prudence possédait une de ces petites clés passe-partout qui sont dans certains quartiers à la discrétion des employés de la poste. Nous commençâmes par le dernier étage. La jeune Anglaise frappa aux portes des 2 paliers qui se faisaient face. Tout ça, dans son adorable poing fermé pour signaler notre présence, et dit « C'est la police !» d'une voix si fluette que s'il y avait eu un dangereux criminel reclus derrière l'une des portes, il aurait eu l'étrange impression que le poussin armé d'une mitraillette de la blague, bien connu chez les enfants des années 80, se trouvait sur son palier. Personne ne daigna nous répondre. Aussi, nous descendîmes d'un étage, et avant même que nous n'ayons eu le temps de réitérer la manœuvre, une porte s'ouvrit d'un coup sec, et une octogénaire, emmaillotée dans une robe de chambre de style kimono, se posta avec méfiance dans son embrasure.
Qu'est-ce que vous cherchez ? Des renseignements, Madame Roure, répondit Prudence, après avoir intelligemment déchiffré le nom inscrit sur la bandelette de papier collée sous la sonnette. Nous avons été appelés pour un homicide survenu dans le pavillon en face de chez vous. Nous sommes enquêteurs de la police nationale. Faites voir votre carte, répliqua la vieille harpie sans se départir de son ton peu amer. Toutefois, face à l'imperturbable douceur qui se dégageait de l'attitude de Prudence Parks, elle ravala un tantinet sa bile. C'est pas que je suis d'une nature méfiante, mais il y a eu dans l'immeuble plusieurs vols à la fausse qualité. Vous me paraissez, mademoiselle, avoir un drôle d'accent pour être inspecteur à la police nationale. C'est l'Europe, intervins-je, levant les yeux au ciel, dans un signe de connivence. La bonne femme me jeta un regard entendu et daigna ouvrir davantage sa porte. Prudence lui tendit une carte qu'elle parcourut négligemment avec dédain. De toute façon, je n'ai pas mes lunettes. Entrez si vous le souhaitez, mais pas d'entourloupe. Je sais me défendre. J'ai été une athlète dans ma jeunesse. Ceinture noire de karaté. En effet, quand elle nous fit pénétrer dans son séjour, une pièce rectangulaire couverte au sol de linoléum et au mur de lithographie qui représentait des vues du canal de Midi et de la tour Eiffel en construction, on ne pouvait pas manquer la demi-douzaine de coupes de compétition qui prenaient la poussière dans la vitrine d'une armoire anglaise sur 3 niveaux. Je m'approchai sans tarder de la fenêtre qui m'intéressait, et écartant le rocking chair qui se trouvait devant, contemplai la perspective. Dans la rue, je vis le bidibule repasser, une baguette sous le bras. Relevant la tête, j'aperçus sans mal le pavillon de la victime et la fenêtre qui donnait sur sa salle de séjour. Je distinguai les jambes des 2 gendarmes, toujours affalés sur le sofa, devant la télé allumée dont je devinais la sensation flottante de la retransmission d'images qui jouait avec la réverbération du soleil à un concours d'hologrammes. Sur invitation de la vieille dame, ma coéquipière s'était assise sur une chaise autour d'une table ronde en acajou, et notre hôtesse restait debout, comme en appui sur une canne invisible, dans l'attente de quelque chose. Je la détaillai en secret. Avec le haut de son corps légèrement voûté, les taches brunes de ses mains et son ossature de poulet élevée en batterie, son physique donnait peine à regarder sans appréhender de quelle perfide façon notre propre vieillesse nous attendait au tournant. Sans crier garde comme un gendarme en embuscade. Toutefois, ce corps chétif était surmonté d'une petite tête ronde, pareille à la quille de bowling d'un jardin d'enfants. « Puis-je vous offrir une tasse de café ?» demanda-t-elle. « Volontiers, » répondis-je avec empressement, même si je le regrettais aussitôt devant l'air courroucé de ma partenaire. « J'ai aussi une part de cake au citron si ça vous tente. » Tac, fis-je à l'attention de Prudence, sans me faire entendre de la vieille dame qui avait rejoint le coin cuisine de son appartement. Sparks en profita pour se tourner vers moi et m'interroger à voix basse. « Alors, capitaine, qu'est-ce que vous en pensez ?» En réalité, je ne pensais pas du tout à l'enquête en cours. Pas plus qu'aux conséquences sur l'opinion publique de l'homicide sauvage qui venait de se produire dans le pavillon voisin. Mais comme chaque fois que la journée ne me satisfait pas ou m'inondait de sa trivialité barbare, voilà que j'étais retournée aux pensées dans les années 80. En cela, encouragée par le physique de la vieille dame, surmontée de sa mignonne figure ronde, aussi que par les coupes de karaté alignées dans l'armoire anglaise. Elle me faisait penser à Miyagi et par extension à Karate Kid, le film avec Ralph Macchio. Et j'avais vu au cinéma sa sortie lors d'un séjour en immersion linguistique dans une famille d'accueil américaine dans le New Jersey. Je n'eus pas le temps de revenir à la réalité qu'elle nous apostropha. « Du lait dans votre café ?»« Non, madame Miyagi, répondis-je. C'est du poison, le lait dans le café. » Il y avait au moins un premier diagnostic sur lequel nous nous retrouvions, ma coéquipière et moi. Madame Roux réapparut dans la salle de séjour. Elle apportait avec elle un plateau recouvert de liège sur lequel tenaient dans un équilibre précaire 3 mugs et un cake au citron, dont les extrémités débordaient de la petite soucoupe où il était présenté. Je me préparais à être particulièrement attentif au degré de dextérité avec lequel elle trancherait le gâteau.
À ce stade de l'enquête, il ne fallait négliger aucune piste. « Qu'est-ce que vous voulez savoir, inspecteur ? Savez-vous qui habite au-dessus de chez vous ? » Pardon. Prudence Sparks leva une nouvelle fois les sourcils. J'en déduisis que ce n'était pas la première question qu'elle aurait souhaité poser. Qu'importe, j'avais dégainé plus vite. Un étudiant quelconque. Je supporte sa musique jusqu'à 22h, mais dès 22h01, j'attrape ma canne et je donne des grands coups au plafond. Je m'en fous, j'ai une bonne assurance. Et les étudiants ont toujours l'assurance la moins chère. Le jour où le plafond cédera, on verra bien qui paiera l'addition. Cet étudiant, il n'est pas présent dans la journée. À la fac, sans doute. L'usine à glandeur. Et votre voisin d'en face ? Le pavillon au volet bleu. Il est là dans la journée ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Si j'en crois l'inclinaison de votre rocking chair, vous passez pas mal de temps à votre fenêtre, Madame Roure. Je venais de marquer un point. La vieille dame me lança un regard furibard. Je suis exposée plein sud et j'aime le soleil. Pas les moyens de partir dès le mois d'avril sur la côte d'Azur ou la côte basque, comme certaines de mes voisines avec ma toute petite retraite. Et vous n'auriez rien remarqué d'anormal pendant que vous prenez des bains de soleil. Je veux dire, comme un nuage dans votre programme. Elle commença par hocher la tête, parut réfléchir et finit par dire « À part un type qui se promène en caleçon et qui joue de la guitare chez lui devant son miroir, rien d'anormal, monsieur l'inspecteur. » Je me levai et m'approchai à nouveau de la fenêtre. Seul l'un des gendarmes était encore vautré sur le canapé. L'autre avait disparu de mon champ de vision. Soudain, je perçus une grande agitation dans l'appartement de la victime. Je ne voyais pas le haut des corps, mais les jambes que j'identifiais, comme celles du jeune gendarme, allaient et venaient près du canapé, dans un état de grande nervosité. Et le gendarme que je connaissais se leva d'un bond. Bernard, de la police scientifique, accourut lui aussi dans ce périmètre serré. Je distinguais les bottes de caoutchouc qu'il chaussait invariablement quand il était appelé en mission. Il ne pouvait jamais prévoir jusque dans quel niveau de fange la nature humaine allait. Ce coup-ci, le faire patauger. Les bottes en caoutchouc, c'était le basique, à toute épreuve. Bernard s'accroupit près de la fenêtre, et à l'image d'un nageur qui écarte un rideau d'écume, je le vis essayer de chasser les réverbérations du soleil et leur effet aveuglant. Très vite, je compris que c'est ma position qu'il cherchait à connaître. Et au moment où, enfin, nos regards se connectèrent, il fit un geste de la main à mon attention. 3 de ses doigts serrés, le pouce et l'auriculaire écarquillés, qu'il porta de sa bouche à son oreille pour me suggérer d'attraper mon téléphone. À peine portai-je la main sur l'appareil qu'il se mit à sonner. Au bout du fil, le plus âgé des 2 gendarmes, passablement excité, « Cag, t'es encore dans les parages ?» rapplique. On regardait tranquillement le sport à la télé, en attendant que Bernard termine ses prises de vue. Mon collègue a voulu aller dans la cuisine voir s'il y avait des esquimaux, des trucs frais à sucer avec cette chaleur. Il a ouvert le freezer et... une tête coupée. Il y avait une tête coupée dans le freezer. La tête d'une jeune fille, peut-être 16, 17 ans, du givre plein les oreilles. T'entends ça ? La tête coupée d'une gamine, pareille à une grosse crevette grise recouverte de glace. Dans le freezer de la victime. Mais qui peut faire ça ? Qui a assez de mal en lui pour faire une chose pareille ? Benjamin Drey se réveilla d'un rêve étrange dans lequel il s'était senti nager parmi des poissons requins à la gueule affûtée. C'était sans transition, reconnu au sommet d'une colline perché sur un vélo en train de faire des signes à lui-même. Ridiculement petit, comme un point sur un i. Il avait fait une partie de ping-pong avec Iron Man. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au ping-pong, et Iron Man était son super-héros préféré, pour la raison qu'il se voyait bien, lui aussi, à 40 ans, bricoler des engins et les customiser dans son garage. Inutile de préciser que la partie de ping-pong avait été un tantinet déséquilibré. Pour finir, il sentit une douleur semblable à la piqûre d'un frelon qui n'arrêtait pas de se poser sur sa peau.
à moins que ce ne soit le battement d'un cœur comiquement situé à l'arrière de son crâne. Il porta la main à sa tête. Pas de sang. Seulement une zone à vif, douloureuse. Il s'en tirerait sans doute avec une belle bosse. Il tituba en se relevant, ouvrit les yeux au même rythme heurté et subreptice avec lequel un papillon se pose sur une lampe de nuit, et regarda autour de lui. L'alignement des pins qu'atteignaient les rayons du soleil et l'ombre portée par des fugitifs nuages de printemps dans un sprint sans vainqueur. Au loin, il perçut la rumeur de cris d'enfants qui jouaient dans des cabanes improvisées, semblaient se rapprocher à mesure de leur bataille et expédition, puis au dernier moment s'éloigner. Il essaya de se faire une idée de l'heure qu'il était et d'attraper machinalement son téléphone pour en consulter l'écran d'accueil. Bien entendu, l'appareil n'était pas dans la poche où il logeait habituellement. Il le chercha autour de lui, dans les fourrés, traversa à nouveau la clairière, et, en ratissant grossièrement le sol de la semelle de ses chaussures, s'attarda auprès de la table en bois, avant de rebrousser chemin, bredouille, en direction de son vélo. C'est lors de ce trajet du retour que lui revinrent avec clarté les événements qui l'avaient conduit au beau milieu de la forêt en ce début d'après-midi, et qu'il réalisa qu'il ne reverrait pas de sitôt son téléphone portable. Il songea à Tamara, s'accrocha une nouvelle fois à l'idée qu'elle pouvait être là, elle aussi, quelque part inconsciente, à la discrétion de la forêt, frappée par une pierre ou tout autre projectile, endormie sous une écorce d'arbre, n'attendant que lui. Benjamin Drey, pour venir, la tirait d'un sommeil insondable, en posant ses lèvres pures sur son visage d'ange. Il s'en voulut de sa capacité à fomenter et à imaginer des niaiseries, surtout que l'histoire du prof de guitare revint lui marteler le crâne de façon plus insidieuse et profonde que la douleur physique. C'est au moment où se penchait sur son vélo, pour l'ausculter et vérifier si la bécane était intacte, qu'il remarqua le bord d'un cahier qui dépassait d'un amas de ronces et de fleurs sauvages. Il s'approcha et tira les manches de son blouson, jusqu'à pouvoir les presser sur les paumes de ses mains afin d'attraper l'objet sans se blesser. C'était un cahier de couleur verte, de la marque Clairefontaine, épais et humecté de rosée. Dès qu'il l'eut extirpé des ronces, il le feuilleta avidement, à 2 ou 3 reprises, avant de s'arrêter au milieu des feuilles quadrillées, sur une phrase écrite à l'encre rouge, dont les arrondis de certaines lettres s'attardaient sur eux-mêmes, comme la grand-voile d'un voilier, et dont le dessin du S faisait penser à un gros rouge-gorge, davantage qu'à un serpent. Une phrase qu'il aurait authentifiée entre 1000, écrite de la main de Tamara Georgin. Dans un placard de sa chambre, il gardait d'elle enfermée dans une boîte à chaussures bardée d'un autocollant, confidentiel, et rangée parmi tout un tas d'autres boîtes qui étaient des leurs, remplies de vieilles cartouches Nintendo et de relevés de banque, une bonne vingtaine de cartes postales qu'il avait griffonnées à l'occasion de vacances avec ses parents. Sur ces cartes postales, rédigées la plupart du temps par le père Georgin, dans les meilleures années de son mariage et au moment où, découvrant l'aventure pavillonnaire, il avait sympathisé avec la famille Drey, autour d'une tondeuse à gazon et d'un barbecue. La participation de Tamara consistait juste en une phrase ou deux, un chapelet de mots sans importance, mais que Benjamin avait lu et relu des milliers de fois, dans le confinement de sa chambre, essayant pour chaque carte postale de leur donner un sens profond, qui dépassait le caractère anecdotique et je m'en foutiste du message, s'accrochant comme toujours aux histoires qu'il se racontait. Par exemple, il était certain qu'elle aurait voulu lui écrire qu'il lui manquait. Mais il ne pouvait s'y résoudre sur une carte postale familiale lisible par tous. Alors son « ici il pleut, salut » signifiait en réalité « vivement que je rentre pour qu'on fasse nos après-midi ensemble à se dorer sur la pelouse de la piscine de la résidence ». Sur une autre carte, son « vacances et farniente, rien de spécial, bisous » voulait dire qu'elle n'attendait qu'une chose, revenir dans la proximité de Benjamin, reprendre leur trépidante routine et se décider enfin à l'embrasser.
Une année, lors d'une excursion en Espagne, qu'il avait conduite chez des cousins germains avec lesquels elle ne sentait aucun atome crochu, Tamara avait écrit « La résidence me manque ». Pas « tu me manques », mais c'était pareil. La résidence était leur terrain de jeu depuis l'enfance. Et Benjamin l'avait pris pour un message particulièrement tendre à son attention. La résidence des lendemains mauves, c'était lui. C'était eux. À présent qu'il examinait pour la 10e fois le cahier récupéré parmi les ronces et les fleurs sauvages, il en était certain. Cette phrase était de la main de Tamara. Une unique phrase qui disait « Aide-moi si tu peux ». Chapitre 6. Cette fois, ce n'était pas seulement le chef Bruce Mich qui s'acharnait sur mon téléphone, mais toutes les huiles de la région, le procureur y compris. Une tête coupée, et de surcroît, celle d'une jeune fille, donnait une nouvelle dimension à l'affaire. La découverte risquait de faire grand bruit dans la presse locale, nationale, et le tour des journaux télévisés des 20 heures. Il fallait que je prenne les choses en main, le plus rapidement possible. J'avais quand même du métier, ou de la suite dans les idées, parce que, le temps de me précipiter dans les escaliers en direction du pavillon de la victime, j'avais eu la présence d'esprit d'attraper au passage une tranche de cake au citron. Je fis un signe à Sparks pour lui signifier que sa mission était de connecter l'hippocampe et l'amygdale du cerveau de Madame Miyagi, afin de récupérer, telle d'une caméra de surveillance, toutes les images que la vieille dame avait pu emmagasiner, en prenant des bains de soleil à sa fenêtre. Le gâteau au citron était d'une consistance admirable, avec sur le sommet un glaçage à la vanille qui donnait un équilibre parfait à sa structure. Et, arrivé dans la rue, je regrettais un goût de trop peu. Ce qu'il m'aurait fallu surtout, avec la chaleur écrasante qui m'enveloppa telle d'une camisole de force une fois franchi la porte du hall d'immeuble, c'est une petite ration de frozen yogurt. D'avoir pensé au film Karate Kid m'en donna envie par association. J'avais découvert le frozen yogurt aux États-Unis, dans l'espace friandise du gigantesque cinéma qui projetait le film. Malheureusement, je n'avais jamais trouvé le goût en France, où le yaourt n'avait jamais été un parfum de glace très populaire. Peut-être que si un jour je tombais sur du frozen yogurt identique à celui que je dégustais enfant dans le New Jersey, je retrouverais pas mal de souvenirs liés aux grandes vacances de 1984 et de 1986. Et je pourrais y faire mon territoire, revisiter les années 80 jusqu'à ce que le yaourt soit avalé ou la glace fondue. Un jour, au pot de départ d'un lieutenant de police, on m'avait demandé d'ouvrir le bouchon d'une bouteille de liqueur amaretto. Et le goût si caractéristique m'avait fait replonger des années en arrière, au moment où, dans ma trousse d'écolier, je possédais un petit pot de colle qui, dès qu'on décachetait le capuchon, libérait une odeur identique. Sérieusement, j'attends avec impatience le jour où, au lieu de parfum de glace, on pourra acheter en cornet, ou dans des pots en carton, un souvenir précis de notre vie, pour y goûter encore une fois, dans toute sa splendeur et dépourvu de cette sensation d'écœurement que l'incomplétude du présent nous procure parfois. Puisque, à ma connaissance, aucune sensation ne surclasse celle laissée par l'arôme des souvenirs. Quoi qu'il en soit, ce n'était certainement pas le moment idéal pour penser au frozen yogurt des années 80, avec une tête de jeune fille retrouvée dans le compartiment congélo d'un réfrigérateur. En gravissant la volée des marches du pavillon, je croisai Bernard, décontenancé par la découverte qui venait de se produire. Le frigo est quasiment neuf. Ma belle-sœur s'est fait livrer elle-même. Il y avait des super promos en exclusivité Internet depuis début mai. D'ailleurs, le gars n'a même pas pris soin d'enlever les autocollants. Je pensais à tous les appareils électroménagers dans le coin cuisine de mon 2 pièces miteux du 15e arrondissement, sur lesquels je découvrais régulièrement, 3 ou 4 ans après l'achat, des autocollants à ôter. Je dis à Bernard, quand on achète un réfrigérateur, on a plutôt envie de mettre un truc au frais que de chercher des autocollants, non ?
Et quand on a une petite amie, on cherche à l'inviter au cinéma, plutôt que de lui couper la tête et la mettre au freezer. Non. Des 2 gendarmes, c'était le plus jeune qui avait trouvé la tête. Il était prostré sur le canapé, encore choqué par son effroyable découverte. Son collègue, qui avait roulé sa bosse en Île-de-France, avait plus rapidement digéré la nouvelle. Passé l'effet de surprise, tout au plus une brève à tweeter dès qu'il en aurait eu le feu vert. Sans plus tarder, je décidai à réunir les forces en présence dans le salon. Bernard, de la police scientifique, et les 2 gendarmes. Avant que n'arrivent les renforts, les loustiques du bureau du procureur et tout le tintamarre médiatique, mon boulet poids-plume de Prudence Parks était coincé chez la voisine. Nous avions donc une bonne demi-heure devant nous. Je convoquai mes camarades à une distance respectable de la fenêtre pour être certain de n'être vu d'aucune petite vieille qui aurait eu l'idée saugrenue de choisir plutôt comme spot idéal pour prendre des bains de soleil. Et fermer le loquet de la porte. Alors, dans la semi-obscurité, j'extirpai d'une de mes poches un petit sachet contenant de la bœuf, que j'avais confisqué lors d'une perquisition à la cité Pablo Picasso, et proposai à mes camarades de participer à une méthode qui, selon moi, avait fait ses preuves dans d'autres enquêtes. Notamment, une affaire particulièrement rétorse qui impliquait un réseau affilié au souterrain stellaire. Je demandai aux gendarmes une feuille de papier à rouler, m'accroupis sur la table basse, et tout en humectant mes lèvres, commençai à confectionner un joint du tonnerre. « Messieurs, je vous propose de jouer à un petit jeu. Voici ce que nous avons. Le cadavre quasiment acéphale d'un homme d'une 40aine d'années, retrouvé al dente, au milieu de son salon par sa femme de ménage. L'arme du crime, selon toute vraisemblance, est une corde de guitare électrique, aiguisée par le temps, l'usure et la transpiration. Dans un deuxième temps, la tête d'une jeune fille d'environ 16 ans, dont a priori le buste et les jambes ne se trouvent pas dans l'appartement de la première victime, et que l'un de nous a découvert dans le freezer, en allant se chercher un esquimau glacé. En d'autres termes, je vous demande de faire tourner ce pétard que je viens de confectionner et de me sortir toutes les hypothèses qui vous viennent à l'esprit concernant notre affaire. Je tenais maintenant au bout des doigts le fuselage parfait d'une finesse irréprochable de l'appareil prêt à nous faire décoller pour un court séjour sous les psychotropiques. Mes 3 acolytes, se prêtèrent de bonne grâce à ma méthode. Après toutes ces émotions, ils méritaient bien une petite récompense. Au bout de 5 minutes, tout le monde était paré aux suppositions les plus improbables, c'est-à-dire, comme souvent, aux hypothèses les plus proches d'une vérité qui restait encore à conquérir. Après 1 ou 2 passages de bédo dans un silence recueilli, c'est Bernard qui s'illumina le premier. « Cag. Je sais, Cag. La fille est Majorette. » Pourquoi serait-elle Majorette ? Parce que j'adore les majorettes. J'ai toujours rêvé d'être appelée sur une scène de crime qui impliquait une majorette. Et ça m'est jamais arrivé. Est-ce que les majorettes existent encore ? Demanda le gendarme le plus expérimenté. Est-ce que le rap, la techno, la zumba ne les ont pas toutes tuées comme les météorites avec les dinosaures ? Dans les années 80, à Tervinges, il y avait des modèles de petites voitures qui s'appelaient les majorettes. Et les voitures dardard qu'on frottait sur la moquette 2-3 coups en arrière avant qu'elles ne cavalent toutes seules sur d'étroites pistes de circuit en plastique doté de prodigieux loopings. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à très bientôt.